Pourquoi Alex Hormozy vous raconte n'importe quoi sur la publicité en ligne dans son livre 100 million dollar leads? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alex Hormozy, si vous le connaissez pas, c'est un entrepreneur américain qui a créé le fonds d'investissement Acquisition.com et il est très carré sur la plupart des éléments qu'il partage. J'ai même eu le plaisir d'aller 2 fois à Las Vegas dans les locaux d'Acquisition.com pour participer à des scaling workshops. Et même si ça a un certain coût, il a partagé énormément de valeur dans 2 bouquins, un sur les offres et un sur les leads. Et la vocation de ces 2 livres, c'est normalement d'être pérenne. Donc c'est-à-dire que dans 10 ans, dans 15 ans, on devrait pouvoir relire ces livres et toujours pouvoir appliquer à la lettre ce qu'il nous préconise. Et c'est ce qu'il a essayé de faire avec la section publicité en ligne de ce bouquin. Malheureusement, l'écosystème, il bouge énormément. Si vous avez déjà travaillé avec une agence ou avec des consultants sur Facebook Ads, vous vous rendez bien compte que c'est plus la même chose qu'avant déjà aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'il fait la même erreur que 50% des agences Facebook Ads? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Petit disclaimer, ce n'est pas du tout à charge. Ils ont changé d'avis de toute façon. Au dernier workshop où j'ai pu aller en septembre, ils avaient déjà changé de braquet sur les ads, donc ils ont déjà changé leur façon de faire pour eux. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire une espèce de mise à jour de cette section-là qui est dans le bouquin. Et si vous l'avez pas déjà vu, je vous invite vraiment à aller lire ce bouquin qui est vraiment génial et qui résume très bien tout ce qui fait la génération de leads, que ce soit en e-commerce ou sur un business de lead gen. Mais pour cette vidéo, on va décortiquer la partie ads et on va voir ce qui est encore vrai et ce qui est à changer. Donc déjà, dès l'introduction, on voit qu'il y a un petit souci puisqu'il nous raconte la première fois qu'il a généré des ads et ça crée à parler d'un Free 6 Weeks Challenge. Donc, c'est-à-dire un challenge de 6 semaines pour perdre du poids ou faire du sport qui était censé être gratuit. Et juste après, en fait, il nous dit qu'il a vendu ça à 19 personnes pour 299 $ chacun. Donc déjà, il y a un mensonge entre ce qu'il a mis sur sa créa et ce qu'il a vraiment en magasin. Donc ça marchait peut-être plus facilement à l'époque parce que ça servait à faire de la lead gen et les gens finalement ils se laissaient upseller sans problème. Aujourd'hui, il y a tellement d'abus sur les plateformes que les personnes sont beaucoup plus vigilantes face à ça. Ça peut toujours marcher, mais les taux de conversion ont drastiquement baissé et surtout au niveau de l'échelle éthique, on est à peu près proche du zéro, voire on commence à bien creuser. Donc ce que ça nous dit aujourd'hui, c'est que normalement les personnes sont soumises à ce qu'on appelle le biais de cohérence. Donc les personnes sont censées avoir des actions cohérentes les unes avec les autres. Donc elles s'attendent à ce qu'il y ait une cohérence entre l'offre qui est proposée sur vos créas publicitaires et ne serait-ce que la landing page, donc la page de destination de vos publicités. Si déjà il y a un décalage à ce niveau-là, vous créez du doute dans l'esprit du prospect, vous lui demandez de réfléchir, et ça les prospects n'aiment pas trop, ils veulent un parcours qui est lisse, qui est sans accroche et qui est sans friction surtout. Donc vérifiez bien cette cohérence entre la créa, la landing page, le reste du site, jusqu'à la partie tunnel de commande, tant qu'à faire. Donc ça, le biais de cohérence, vraiment à avoir en tête, c'est quelque chose qui est hyper important aujourd'hui parce que l'offre publicitaire est pléthorique, il y a beaucoup de concurrence sur énormément de domaines, donc il faut être hyper vigilant face à ces choses-là. Donc déjà sur cette partie-là, Mister Hormozy, on va enlever un point, on a un début de hors-sujet, même si à l'époque ça pouvait marcher, dans 10 ans, je suis sûr que ce sera plus la même chose. Ensuite, dans le bouquin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous recommande, donc il y a un petit encadré, il nous recommande de mettre nos publicités là où les concurrents font de la publicité. Ça, c'est intéressant parce que si vos concurrents font de la publicité sur une régie, que ce soit Google, Facebook, Pinterest, TikTok ou autre, bah, il y a peut-être un intérêt à y aller aussi. Ce qu'il faut vérifier à ce moment-là, il y a un point de vigilance à avoir, ça va être pour quel objectif de conversion est-ce qu'ils y vont? Est-ce qu'ils y vont pour de la notoriété? Est-ce qu'ils y vont pour la conversion? Est-ce qu'ils y vont entre deux pour la considération? Ça, vous ne pouvez pas spécialement le savoir. Et donc, il faut éviter forcément d'aller sur un levier qui est plutôt orienté vers la notoriété pour faire un objectif de conversion et inversement. Donc là, il y a une petite vigilance à avoir. Pour autant, si vos concurrents vont sur une régie, ils restent très longtemps, c'est probablement qu'il y a un intérêt financier derrière, donc c'est intéressant d'essayer d'aller là-bas. Si vous avez par exemple plafonné sur Meta, plafonné sur Google, etc., ou juste que vous voulez dérisquer parce que vous avez suivi les conseils de la vidéo où j'en parle, et ben c'est une très bonne idée d'inclure ça dans votre veille, dans votre stratégie pour dire ok, quelle est la prochaine régie sur laquelle je vais aller implémenter mes ads. Donc ça, bon point, on récupère un point. Et la deuxième vigilance peut-être à avoir à ce niveau-là, quand on parle d'aller regarder ce que font les concurrents, c'est d'éviter à tout prix de copier. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent foncer vers la bibliothèque publicitaire de Facebook, donc l'endroit où on peut voir toutes les publicités Facebook des concurrents. Je vous ai résumé dans cette vidéo pourquoi c'était important de ne pas surutiliser la bibliothèque publicitaire. Et donc avant d'y remettre les pieds, je vous invite vraiment à la regarder. Ensuite, on arrive à la partie vraiment croustillante de ce chapitre. Là, on arrive sur la segmentation et sur le targeting. Et là, il n'y a pas à dire, c'est la cata. Donc là, dans ce chapitre, Hormozy nous invite à sursegmenter nos campagnes publicitaires. Donc aller chercher vraiment nous-mêmes les personnes selon leurs intérêts, selon la géographie, etc. Ça, c'est un énorme problème aujourd'hui sur Facebook. Pourquoi? Parce que
l'algorithme, il est plus forcément fait pour ça. L'algorithme, aujourd'hui, il fonctionne avec des clusters, donc des espèces de grappes de personnes. Et si on essaie de forcer l'algorithme sur une partie de la population à laquelle il n'arrive pas forcément à accéder, ça ne va pas donner les bons résultats. Donc on a même un mot compte double, puisque dans le chapitre, Alexandre Moisy nous recommande d'utiliser les lookalike audiences, donc ces audiences qui permettent de charger un fichier client ou un fichier prospect et de demander à Meta d'aller chercher les jumeaux de ces personnes-là, donc des personnes qui ont un comportement similaire à nos clients et à nos prospects idéaux, ce qui est encore intéressant aujourd'hui et je vous invite vraiment à le tester. Par contre, ce que Feur nous dit, c'est qu'il nous dit, on prend ces lookalike audience, donc les audiences jumeaux, et on va le coupler avec une segmentation par intérêt. Donc on va déjà réduire drastiquement le volume de personnes qu'on veut confier à Meta. Donc on va chercher ces audiences de jumeaux qui sont déjà une mini segmentation à l'intérieur de la plateforme. Et en plus, on va remettre du targeting par des facteurs qu'on choisit, je cite, avec du targeting, avec par exemple l'âge, le revenu, qui est disponible sur les plateformes publicitaires aux US, pas en Europe pour le coup, le genre, les intérêts, activer, désactiver ces publicités en fonction de l'heure, de la localisation, etc. Donc ça, c'est très très dangereux pour deux raisons. Donc déjà, vous allez biaiser l'algorithme, vous allez l'inciter à aller vers une toute petite partie de sa population adressable, et aujourd'hui, on sait que ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire, et d'ailleurs, ça va être déprécié dans les mois à venir. Donc, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus utiliser ces intérêts-là comme vous pouvez le faire aujourd'hui. Donc ça, déjà, c'est un premier problème, admettons. On pourrait dire ça, c'est un petit point technique, admettons. L'autre point, cependant, c'est que la plupart du temps, on va payer au CPM, donc le coût pour 1000 impressions. Et ce CPM, ben, sur Google ou sur Meta, plus vous rajoutez des facteurs discriminants comme ça, avec le genre, les intérêts, etc., plus les régies vont vous faire payer cher parce qu'elles considèrent que vous demandez plus de travail à la régie. Donc ça a un double impact. D'un côté, l'algorithme, il peut pas travailler comme il veut, et de l'autre, vous payez plus cher pour potentiellement la même chose. Alors que en ciblage large, par exemple sur Meta, vous pourriez peut-être avoir des CPM qui sont beaucoup plus attrayants. Et donc certes, avoir plus de déchets, donc plus de personnes qui ne correspondent pas à votre persona, à votre client idéal, mais comme vous les payez beaucoup moins cher, finalement, ça se contrebalance et ça vous permet d'aller chercher plus de monde pour un prix tout à fait raisonnable. Donc là, on peut enlever 2 points à nouveau parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter à tout prix aujourd'hui, ou alors vous le testez vraiment sur quelque chose de très spécifique. Évidemment, il y aura toujours 1 des cas où ça vaut peut-être encore le coup de le faire, mais dans tous les cas, la seule façon de le savoir, c'est de tester. Ensuite, on arrive à l'étape 3 qui est: qu'est-ce que je dois mettre dans ma publicité? Qu'est-ce que je dois mettre dans ma créa? Et là, c'est intéressant. Il a un framework qui est tout simple, tout simplement. C'est call out plus value plus call to action. Donc le call out, c'est ce qu'on va appeler le hook en général. Qu'est-ce qui fait que la personne va accrocher à notre publicité et va arrêter de scroller bêtement sur les réseaux pour se dire, tiens, peut-être que cette publicité m'intéresse. Donc le call out, le hook qui démarre la publicité. Value qui est un peu la proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on a à raconter? Qu'est-ce qu'on va mettre comme concept dans notre créa? Donc c'est le corps de la créa, on va dire. Et le call to action, est-ce que c'est en savoir plus, découvrir, acheter, etc. Comment on invite les gens à aller plus loin dans leur processus. Et là, c'est intéressant parce que ça permet de dégrossir fortement comment on crée une créa. Là, c'est très bien. Et si vous utilisez cette technique-là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le coupler à, par exemple, la méthode du 3x3x3, dont je parle souvent sur la chaîne, notamment sur la playlist Meta Ads. C'est ce qui vous permet de dire, OK, mais en fait, je vais tester 3 hooks différents, 3 concepts différents et 3 call to action différents. Et ainsi, j'ai 3 x 3 x 3 combinaisons, donc j'ai 27 combinaisons possibles pour une même créa. D'ailleurs, Hormozy nous met un nouvel encadré avec ce qu'il appelle les publicités infinies. Là, il va encore plus loin et encore une fois, tout dépendra du budget que vous êtes prêt à mettre sur le testing. En gros, ce qu'il nous dit, c'est à chaque fois qu'on va créer des nouvelles publicités chaque semaine, il nous invite à enregistrer 30 hooks ou plus, avec à chaque fois la première phrase qui change ou les questions pour commencer l'annonce. Donc 30, c'est peut-être un peu beaucoup, parce que de toute façon, vous n'allez pas forcément pouvoir tout tester tout de suite, surtout si vous le changez toutes les semaines, comme il nous le dit. Ça dépend du budget publicitaire que vous allez allouer, ça dépend de l'envie de craquer le système que vous allez avoir, et qui est donc dépendante du budget que vous allez mettre, hein, on va pas se le cacher. Donc 30, c'est peut-être un peu overkill, mais la technique reste bonne. Quand vous produisez une créa, vous y allez, vous faites quelques itérations. Idéalement, vous cherchez pas ça au moment d'enregistrer les publicités, vous le réfléchissez avant. Il y a toute une phase de brief créa qui est importante à avoir si on veut avoir une démarche qui est structurée. Mais sinon, cette logique de testing, elle est hyper importante et on voit beaucoup trop de marques qui, encore aujourd'hui, ne testent pas leur créa et ne vont pas mettre différents concepts en concurrence pour savoir lesquels marchent le mieux.
Ensuite, il nous propose un framework qui est le What, Who, When framework. Donc le framework quoi, qui, quand, qui est en gros une reprise de l'équation de la valeur perçue. J'en ai déjà parlé sur comment utiliser cette équation de la valeur perçue pour créer des publicités qui marchent. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, je vous mets le lien juste ici. C'est hyper important pour comprendre pourquoi une publicité va ou ne va pas marcher justement. Ça a mérité une vidéo entière, donc j'y reviens pas en entier, mais l'équation de la valeur perçue, globalement, c'est l'idéal de votre client fois le pourcentage de chances que ça se réalise dans l'esprit du client, divisé par le délai, donc le temps que ça va mettre à avoir des résultats, fois les efforts et les sacrifices que le prospect va devoir faire, que ce soit monétaire, en temps, en énergie, en devoir faire un régime, etc. Donc, rêve idéal fois les chances de succès, divisé par le délai, fois les efforts et le sacrifice. Mais allez voir dans la vidéo, ce sera beaucoup plus clair et vous verrez comment aussi vous pouvez créer des concepts publicitaires grâce à ça. Donc ensuite, on change de chapitre et on arrive à la partie money stuff des publicités en ligne. Donc, à quel moment on vient parler d'argent et de retour sur investissement dans la publicité en ligne. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il résume en 3 phases. Phase 1, track money. Phase 2, lose money. Phase 3, print money. Traquer l'argent, perdre de l'argent, imprimer de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est que ça correspond aux 3 phases qu'on voit généralement quand les gens se mettent à faire de la publicité en ligne. Donc, c'est-à-dire track money, c'est combien d'argent vous êtes prêt à investir sur la plateforme. Est-ce que le tracking est bien en place? Est-ce que le setup de votre compte est OK? Est-ce que tout ce qui touche aux pixels, aux tags, etc., tout est bien configuré et tout se passe bien? Est-ce que vous avez votre logique de test créatif qui est OK? Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la phase de setup. Parce que si vous lancez sans tracking, par exemple, bah, vous n'allez pas pouvoir optimiser parce que vous ne saurez pas quels sont les résultats de vos actions publicitaires. C'est basique, mais malheureusement, il faut encore faire la pédagogie de ça aujourd'hui. La deuxième étape sur le lose money, finalement, c'est ce qu'on va appeler la phase de testing. On va tester différents angles créatifs, on va tester différentes plateformes, différentes structures de campagne, etc. Et on va essayer de trouver la bonne façon d'avoir du retour sur investissement satisfaisant avec les publicités pour aller chercher du budget supplémentaire qui nous amène à la phase 3, qui est la phase de scaling, où on se dit, OK, on a un socle de performance sur lequel on peut s'appuyer et on peut aller beaucoup plus loin. Et ça, vous le retrouverez sur différentes régies. Si vous commencez du Google Ads, du Facebook Ads, du TikTok Ads ou autre, vous allez généralement passer par ces 3 phases. Et ça vaut aussi même à l'intérieur d'une plateforme. Si par exemple, ça fait 10 ans que vous faites de la publicité sur Google, mais que vous avez fait uniquement de la publicité avec des objectifs de conversion et que vous voulez aller tester de la considération ou de la notoriété, c'est comme si vous réappreniez de zéro. Le seul avantage, c'est que éventuellement tout ce qui est tracking peut être OK, mais par exemple, vous allez peut-être vouloir traquer des micro-conversions supplémentaires, comme par exemple de l'inscription newsletter, de la fiche produit vue, ce genre de choses. Donc ça, on est très bien sur cette partie-là, la méthode, elle est OK. Le seul point, ça va être sur ce qu'il appelle les budgets de test. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a changé de braquet sur ce qu'il appelait la LTGP, donc Lifetime Gross Profit, en gros la marge sur la durée de vie du client, qui est un peu l'équivalent de la LTV, donc la Lifetime Value, mais pour la marge, puisque aujourd'hui il utilise les 2 termes en interchangeant, alors qu'à l'époque il distinguait vraiment LTV, donc le chiffre d'affaires généré par un client sur une durée donnée, versus LTGP, donc le gross profit, la marge qui va être dégagée par un client sur 12 mois, sur 24 mois, sur 36 mois, selon les cycles de vente que vous allez avoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il résonne en CAC, donc le Cost to Acquire a Customer, donc le coût pour avoir un nouveau client, et il a un ratio qui est le LTV sur CAC, qui recommande à 3 sur 1, donc c'est-à-dire vous mettez 1 euro pour acquérir un client, il doit vous en ramener 3. Ça, encore une fois, ça marche si on est au niveau de la marge et pas forcément au niveau du chiffre d'affaires. Parce que par exemple, si on reste au niveau du chiffre d'affaires et que quelqu'un fait 3% de marge versus quelqu'un qui fait 40% de marge, on va forcément avoir un objectif de LTV sur CAC qui est différent. C'est ce qu'on voit avec les objectifs de ROAS avec lesquels vous travaillez probablement déjà aujourd'hui. Et enfin, le dernier point, c'est celui où il nous dit les meilleures publications organiques sont les meilleures publicités. Ça, malheureusement, c'est faux, mais c'est important de le tester. Donc, c'est-à-dire si vous avez une publication qui marche très bien en organique, vous pouvez effectivement la tester en ads. Ça mange pas de pain. Juste ne faites pas le boost de publication que vous avez sur la page et que Facebook vous propose. Ça n'a aucun intérêt. Faites-le depuis le Business Manager ou demandez à votre agence de le faire. Pourquoi c'est pas forcément une bonne idée? Parce qu'en fait, il y a une différence entre les audiences froides qu'on va aller chercher en publicité, donc des gens qui ne vous ont jamais vu, qui ne vous connaissent pas, et des personnes qui vous suivent déjà, qui sont abonnées à votre page et qui font peut-être en sorte que cette publication a marché. Donc ça, à tester, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Et là, c'est pas dans le bouquin, mais c'est une petite technique. C'est que vous reprenez globalement les rushs ou autres de la créa qui a marché si c'est une vidéo et vous changez le montage. Pourquoi? Parce que par exemple, le hook, donc l'accroche, va être beaucoup plus importante en ads qu'en organique. Donc parfois, c'est juste reprendre le matériau de base et l'adapter au format des ads.
Et c'est pas limité à Meta, on a de très bonnes études de cas chez Make Sense for Digital avec de la publicité par exemple sur YouTube, où on a tout misé sur l'accroche, comme ça les personnes étaient vraiment accrochées avant de pouvoir skipper l'annonce, là où la communauté historique était beaucoup plus prompte à regarder l'intégralité de la vidéo, même si l'accroche était un peu plus douce. Donc voilà, il y avait quand même pas mal de choses à corriger dans le bouquin, mais il y a aussi de très très bonnes idées, des idées qui sont à intégrer dans votre quotidien si vous faites de la publicité en ligne. On utilise énormément de process et de frameworks chez Make Sense for Digital, donc mon agence de conseil en marketing digital, pour justement éviter toutes les déperditions qui peuvent être liées aux éléments qu'on a vus aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse de prendre un rendez-vous avec un consultant Make Sense, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo ou dans le commentaire épinglé. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les scaling workshops d'Hormozy à Las Vegas, je vous mets le lien de la playlist avec toutes les vidéos où je documente l'intégralité de ce parcours depuis le premier call que j'ai eu avec les équipes d'acquisition.com en février 2024. C'est sur l'écran qui s'affiche tout de suite. Et si vous me découvrez cette vidéo, je m'appelle Maxence Vanderzalmen, je suis fondateur de l'agence Make Sense for Digital. On accompagne des clients e-commerçants sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc des ads au SEO en passant par l'emailing et l'optimisation du taux de conversion, bref, une vision holistique du marketing digital, et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo.